Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto, et en vidéo sur YouTube et sur nos plateformes médiatiques. Choc FM lance la série Droit de réponse 105.1 depuis le début de l'année, une série qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles, locales, virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Et aujourd'hui, on a une belle émission en 2 volets consacrée à des questions qui vous intéressent. Je le sais beaucoup, chers auditrices, auditeurs et membres de la communauté francophone du Grand Toronto. On parle d'entreprendre en tant qu'immigré dans la première partie de cette émission, entreprendre en tant qu'immigré. Et ensuite, la deuxième partie sera consacrée plus précisément à l'entrepreneuriat au féminin, toujours en tant qu'immigré. On va commencer peut-être par quelques chiffres. J'ai à mes côtés pour co-animer cette émission Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nathalie qui va plus particulièrement, vous vous en doutez, intervenir sur la deuxième partie de l'émission, sur l'aspect entrepreneuriat au féminin. Elle aura beaucoup de questions pour vous, mais on va vous demander évidemment dans un premier temps de vous présenter. On va faire un tour de table rapide afin de savoir mieux qui vous êtes et vous allez pouvoir évidemment ensuite partager vos expériences et vos questionnements. Alors, je vais commencer tout simplement par l'ordre des vidéos que j'ai sous les yeux et je vais demander à Alexandra de se présenter en quelques mots. Bonjour Alexandra. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je me présente Alexandra Pinto, je suis française, je suis arrivée au Canada en 2014 et je suis agent hypothécaire. Donc, ça fait pas très longtemps. Et je suis également en train de prendre ma licence de Financial Advisor, également pour élargir mes lignes de service. Ah, c'est excellent. On va avoir déjà beaucoup de questions, en particulier sur ces licences qui parfois, je sais, posent problème lorsque l'on est immigrant. À tes côtés, Alexandra, Gabriella qui nous a rejoint. Bonjour Gabriella. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Moi, je suis un coach professionnel, une formatrice. Je donne des ateliers de webinaires comme celle-ci. Je suis aussi la fondatrice du Introverts Academy. C'est une organisation qui aide les personnes introverties, mais aussi on va vers les extrovertis pour les faire comprendre comment communiquer d'une manière plus efficace avec les introvertis. Et aussi, on va aller vers les compagnies pour les aider à créer un environnement de travail qui aide les deux, les personnes extraverties et les personnes introverties, à travailler d'une meilleure façon, augmenter la productivité, amener leurs idées sur la table parce que des fois, surtout les introvertis, se sentent retirés, pas assez invités dans ce qui se passe dans l'organisation. Alors, je vois également des questions qui vont être abordées autour de ces thématiques parce que lorsque l'on est immigrant et que l'on est introverti en plus, ça fait peut-être parfois beaucoup. Il y aura certainement beaucoup à dire sur le sujet et on va parler aussi des ressources disponibles. Alors, j'ai le plaisir de vous mettre également en relation si vous le souhaitez ensuite après cette rencontre et vous pourrez évidemment parler à Gabriella si vous avez envie de faire davantage sa connaissance hors du chat. Gabriella, je poursuis avec Géraldine qui nous a également rejoint aujourd'hui pour cette double émission. Bonjour Géraldine. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je m'appelle donc Géraldine. Moi, je suis gestionnaire au sein du CCO, du Conseil de la coopération d'Ontario, au sein plus particulièrement du service démarrage et croissance d'entreprise. J'ai été pendant 15 ans au Luxembourg, en tant que salarié à Luxembourg dans la finance. Et j'ai rejoint le Canada il y a à peu près 45 jours maintenant. Et, et je travaille maintenant au développement des entreprises sociales au niveau du Canada. Donc, la mission du CCO, c'est d'assurer la promotion et le développement et l'innovation des entreprises sociales. Donc, dans ce cadre-là, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de nouveaux arrivants pour arriver et leur permettre de développer leurs projets.
Alors, Géraldine, bienvenue au Canada d'abord, parce que 45 jours, c'est encore frais. Et on est très honoré de t'avoir avec nous, membre du CCE, le Conseil de la coopération de l'Ontario. Voilà, on parlait de ressources il y a quelques instants. On va pouvoir certainement approfondir beaucoup avec toi également sur ce qui est disponible dans la région pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Également, dans la même veine, j'ai le plaisir d'introduire avec nous Dominique Mailloux. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Dominique Mailloux. Je suis le président de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Alors, la Fédération s'intéresse particulièrement à tout ce qui est le milieu des affaires francophones ici en Ontario. On représente près de 6 000 personnes d'affaires. Et les thématiques de l'entrepreneuriat immigrant et de l'entrepreneuriat féminin sont des thématiques sur lesquelles on a beaucoup réfléchi et sur lesquelles on a produit là, de la recherche au cours de nos derniers 18 mois d'existence. Et on offre là, également quelques programmes, que ce soit du mentorat, de la conciergerie ou encore des ateliers spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour aider et soutenir nos entrepreneurs. Merci Dominique, quelle chance de vous avoir également avec nous pour partager ces ressources et cette connaissance. Poursuivons avec Darine qui nous rejoint également. Bonjour Darine. Bonjour Guillaume et bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Darine Benamara. Je suis la fondatrice de la société de consulting The Smart Woman qui a pour vocation d'amplifier la parole des femmes à des niveaux de leadership. Donc, je fais ce au niveau institutionnel et aussi au niveau individuel à travers des formations en personal branding, réseautage stratégique et renforcement des capacités et visibilité. Merci beaucoup, Darine, et bienvenue. Je crois qu'il nous reste à présenter encore Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour à tous, donc je suis Laurence Moula-Vertueux. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne et depuis l'année dernière, j'ai ouvert mon cabinet afin de pouvoir guider les familles justement qui souhaiteraient immigrer au Canada. Donc, je les aide dans tout ce qui est les démarches administratives, et justement, afin d'en savoir un peu plus, je donne aussi des conseils personnalisés. Et mon parcours d'immigrante, c'est que je suis arrivée au Canada il y a à peu près 11 ans, donc en 2011, après avoir fait mes études en France. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, voilà encore certainement de très bons conseils, je pense, dans le fil de cette discussion. On termine, si je n'ai oublié personne, avec Francine. Bonjour, Francine. Bonjour Guillaume, merci et bonjour tout le monde. Je suis la fondatrice de Mothers to Daughters, c'est de mère à fille en français et on se focalise sur la transmission de connaissances d'une génération à l'autre. Donc, c'est un programme de mentorat qu'on offre pour aider les femmes, les jeunes femmes à pouvoir acquérir certaines connaissances pour pouvoir se démarquer dans leur milieu professionnel, dans leur vie personnelle également. Et c'est un projet qui a commencé il y a à peu près 2 ans. Et voilà, donc ce sont les programmes qu'on offre. Et je suis à Toronto, ça fait à peu près 4 ans, mais avant ça, j'étais à Ottawa-Gatineau, donc j'ai été exposée à la partie francophone du Canada. Et on va parler aussi de francophonie et de ce que ça peut nous apporter en tant qu'entrepreneurs immigrants. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. L'intention entrepreneuriale est souvent considérée comme plus forte chez les immigrants que chez les natifs au Canada. En 2020, par exemple, ce sont 28% des immigrants qui affirment vouloir un jour créer une entreprise contre 14,7% chez les natifs. C'est ce que révèle une enquête sous la direction de M. Cisneros de l'Université de Montréal, il y a quelques mois de cela. Entreprendre en tant qu'immigrant révèle pourtant bien souvent un parcours semé d'embûches. On va voir ensemble, je pense, un certain nombre de ces embûches, de ces freins possibles à l'immigration. Dans cette émission de débat, on vous propose, avec divers entrepreneurs donc issus de l'immigration et des nombreux membres de la communauté francophone, avec de nombreuses ressources, de partager des expériences et de tenter de dresser un état des lieux des principaux enjeux donc, auxquels doivent faire face les immigrants francophones dans notre région. Alors, comment immigrer
au Canada en tant qu'entrepreneur, pardon. C'est peut-être la première question qu'on peut se poser. Est-ce que vous êtes toutes et tous, pour celles en tout cas et ceux qui ont ce profil-là, est-ce que certains ont été confrontés à le processus d'être entrepreneur et de tenter d'immigrer? Parce qu'il y a évidemment deux possibilités. Soit on essaye d'immigrer en tant qu'entrepreneur, soit on immigre, on fait l'aspect administratif, j'allais dire, et ensuite, évidemment, on peut tenter de créer son entreprise. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Est-ce que quelqu'un a une expérience sur ce sujet d'immigrer en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que vous avez comme connaissance sur le sujet? Est-ce que je vais donner la parole à quelqu'un peut-être? Alors Dominique Maillot, peut-être de la Fédération des gens d'affaires francophones, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent au sein de la Fédération des gens d'affaires, des demandes d'entrepreneurs qui veulent immigrer, qui ne savent pas comment s'y prendre? C'est-à-dire que la recherche qu'on a effectuée, là, on a publié un sommaire de l'économie franco-ontarienne en juin 2021 et c'était suivi d'un livre blanc en juin 2022 qu'on a fait en collaboration avec l'AFO, qui est d'ailleurs sur notre site Internet. Alors, les données qu'on a appuient ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu, c'est-à-dire que le nombre d'immigrants proportionnellement qui est propriétaire d'une entreprise est supérieur à leur poids démographique, c'est-à-dire qu'ils sont plus enclins à se lancer en affaires que les autres. Ceci étant dit, ce qu'on a également remarqué dans le livre blanc, c'est que c'est règle générale de plus petites entreprises. Donc, on parle d'un nombre d'employés de un ou moins. Alors, il y a 40% des entreprises qui sont détenues par des immigrants qui sont de cette taille-là, soit d'un employé ou moins, alors que c'est 25% de façon générale. Alors, est-ce que ça vient dénoter peut-être certaines difficultés parce qu'il faut quand même, là, être capable de prendre un peu de hauteur sur l'enjeu puis de réfléchir à ça. Là, quand on regarde, c'est quand même, c'est pas anodin. J'ai moi-même bougé d'une province. Alors, je suis resté dans le même pays. J'ai bougé d'une province à une autre il y a 10 ans et j'ai trouvé que c'était déjà passablement une bonne commande. Alors, si en plus, on change de pays, on décide de se lancer en affaires, est-ce que ça dénote peut-être certaines des difficultés là, auxquelles les gens font face? Mais bref, ça, c'est un des éléments qu'on a ressortis. Ceci étant dit, est-ce que ça représente également peut-être une opportunité pour nos entreprises et notre société en général d'exporter davantage? Moi, je vois ces gens-là comme étant potentiellement des passerelles vers leur pays d'origine. Alors, c'est à réfléchir. Une richesse potentielle. Alors, on dit effectivement souvent que ça prend beaucoup de courage d'immigrer et d'un autre côté, ça prend aussi beaucoup de courage de lancer son entreprise. Alors, les deux combinés, on peut imaginer à quel point tout cela est risqué. Commençons par justement quelque chose d'un petit peu général. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles que vous avez pu rencontrer, qui vous viennent à l'esprit tout de suite là? Quels sont les enjeux principaux? Est-ce que vous metteriez en premier les enjeux linguistiques, peut-être tout simplement, la maîtrise de la langue? On est tous francophones aujourd'hui. Est-ce que le français est un atout pour vous? Le bilinguisme est-il indispensable? Si je peux prendre la parole, je Arrête. pense que en tant que francophone vivant à Toronto, le bilinguisme est essentiel. En dehors des services fédéraux, donc l'Ontario n'a pas obligation, si je ne me trompe pas, d'avoir tous les services disponibles dans les deux langues et notamment, il y a une malle de ressources et d'opportunités qui sont disponibles en anglais seulement. Donc,
moi, personnellement, étant bilingue, ce n'est pas une difficulté que j'ai eue, mais je peux très bien l'envisager et j'ai côtoyé beaucoup de personnes pour qui l'anglais était problématique du fait que du coup, ils n'aient pas accès aux mêmes opportunités de renforcement de leurs capacités ou aux mêmes opportunités de développement. Donc, je pense que évidemment, le bilinguisme, surtout quand on vit dans une province anglophone, est plus qu'essentiel quand on se lance en affaires. Vous partagez, mesdames et messieurs, cet avis de Darine. Le bilinguisme est indispensable, en tout cas dans notre région. Oui, moi, je la rejoins également. Je suis également dans la région de Toronto. Et c'est vrai que la plupart des ressources qu'on trouve, elles sont en anglais. Heureusement, il y a de plus en plus d'organismes francophones qui aident les entrepreneurs. Mais c'est vrai que je pense que si on veut être accompagné ou si on veut trouver justement les ressources pour nous aider à se lancer, le bilinguisme, il est important. Et puis aussi, une fois qu'on apprend à savoir déterminer qui est sa clientèle, c'est soit on veut se nicher, on se dit je veux servir que les francophones parce que justement on peut parler seulement français, mais c'est vrai que si on veut avoir un plus grand impact et toucher les anglophones, là on va être obligatoirement, on doit parler anglais également. Merci Laurence. Dominique a levé la main. Dominique, je vous redonne la parole. Oui, je pense que la langue, définitivement, ça peut être une barrière pour certains. Je pense que aussi ce qu'il faut réfléchir, je pense que c'est tout l'aspect du réseau. Alors, ne serait-ce que pour avoir accès à des fournisseurs ou des clients. Alors, toute la notion de développer son réseau quand on arrive, je pense que ça peut être une barrière là, pour certains, ou en tout cas une difficulté additionnelle, c'est certain. Merci Dominique, en effet. Alors, en jeu linguistique, en jeu de réseau, on a la chance d'avoir des professionnels de l'accompagnement, des coachs en formation, notamment aujourd'hui avec nous. Alors, comment crée-t-on un plan de financement, justement? L'accès au financement, c'est un des grands enjeux qui me viennent, moi, à l'esprit lorsqu'il s'agit d'entreprendre en tant qu'immigrant. Si on n'a pas des fonds nécessaires, eh bien, évidemment, on va se tourner vers des institutions financières. Il faut savoir que si on n'a pas de statut de résident permanent ou de citoyenneté, c'est presque impossible d'après les recherches qu'on a pu effectuer. Mais même lorsque c'est le cas, ça peut être quelque chose de difficile parfois. Quelles sont vos expériences là-dessus? Est-ce qu'on peut se lancer sans trop y réfléchir ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement? Est-ce que vous connaissez quelques ressources en la matière? Géraldine. Alors définitivement, et pour avoir aussi tenté l'expérience entrepreneuriale en France, on ne peut pas se lancer à la légère dans une telle expérience. Donc, il faut être correctement accompagné, il faut avoir déjà une bonne idée, hein, c'est le point de départ de toute création d'entreprise. Et puis après, vous pouvez travailler autour de cette idée et vérifier que le projet est faisable. Une fois que ce projet est faisable, vous faites votre étude de marché, vous explorez ainsi toutes les possibilités. Et puis après, vous allez pouvoir faire un plan d'affaires, un financement, établir un plan de financement que vous pourrez là aller négocier avec les banques. Après, il faut savoir que le Canada quand même encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Il y a des possibilités de financement par le gouvernement, dans son sens large, hein, j'entends. Donc, ça, effectivement, les financements et ça rejoint la question de la langue, les financements sont aussi quelque chose qu'il faut connaître, il faut savoir remplir un formulaire. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui sont compliquées et qui peuvent nécessiter un accompagnement. Donc, pour faire un bon projet, pour faire une bonne entreprise, pour bien décoller, il faut une bonne idée, un bon projet et être accompagné. Cet accompagnement, Géraldine, vous en proposez au CCO? Alors, on en propose à travers des... Donc, nous, on a un programme actuellement sur Toronto qui s'appelle Tracé Collectif, qui est en fait un incubateur. Donc là, ça va aider les entrepreneurs
à construire leurs idées. Le programme dure 3 mois, c'est 2 fois par semaine, 1h30 par exemple. Il y a 2 phases. Il y a la phase 1 où là, on commence son projet, puis la phase 2 où quelque part, on l'accélère et on le développe un petit peu. Donc ça, c'est le mardi et le mercredi soir. Donc, il faut être disponible à ce moment-là parce que c'est en présentiel dans les locaux du CCO à Toronto. On a d'autres projets qui sont en virtuel, donc là, sur la région d'Hamilton. Et on a aussi un projet qui aide les jeunes créateurs d'impact. Donc, nous, on est quand même spécialisé dans l'entreprise sociale qui a de l'impact. Donc ça, c'est un programme qui s'adresse pour les jeunes de 16 à 30 ans. On a des projets qui sont magnifiques. Et puis, tous ces programmes-là sont établis en fonction des besoins, en fonction des demandes des villes et aussi du gouvernement. Et on va parler des besoins et en particulier des secteurs peut-être qui sont les plus porteurs, mais des mains se sont levées sur cette question de l'accès au financement. Je vais donner la parole à Gabriela tout d'abord. Oui, et par rapport au financement, si on parle juste de ça, il y a plusieurs programmes qui sont pour les immigrants qui veulent démarrer une entreprise. Certains sont plutôt anglophones. Il y en a aussi des programmes qui sont pour les francophones et les anglophones. J'ai un contrat avec une organisation qui est plutôt au nord de l'Ontario, qui s'appelle PARO, P-A-R-O.ca. Et tu peux être un client de cette organisation, même si tu es au sud de l'Ontario, même à Toronto, je travaille avec ces clients-là. Et avec cette organisation, tu peux avoir accès à un financement qui vient de démarrer et c'est un financement au niveau fédéral, géré par une organisation d'une autre province, mais l'organisation PARO peut aider les clients de l'Ontario à avoir accès à ce financement-là, qui peut être jusqu'à 60 000 $. À quel niveau tu veux. Il y a juste une application à faire. Tu dois passer par l'organisation PARO pour envoyer ta demande. Donc, il y a des opportunités, c'est ça que je veux dire. Il y a des opportunités de financement. Il y a d'autres opportunités je viens de voir un programme avec la ville de Toronto. Il y a une autre organisation pour les jeunes jusqu'à 39 ans. Et eux, ils ont même un programme pour les personnes de l'Afrique, spécifique à ces personnes-là pour démarrer une entreprise, avoir accès à un mentor et du financement. Donc, je trouve qu'au niveau des immigrants, ils doivent faire leur recherche parce qu'il y a des programmes qui sont disponibles, il y a des programmes en ligne qui sont disponibles, de ressources. Mais en tant qu'immigrant qui veut démarrer une entreprise, ça fait partie de ce que tu dois faire, l'étude de marché. Et aussi, par rapport à comment démarrer une entreprise, quelles sont les ressources disponibles au niveau des programmes de financement que tu peux avoir accès. Parce que si tu ne regardes pas dans cette direction, tu vas penser que tu n'as pas de fonds, tu vas dire je ne peux pas démarrer mon organisme jusqu'à ce que je vais avoir des fonds, mais en effet, il y a des ressources que tu dois aller les chercher. Ils ne vont pas venir vers toi s'ils ne savent pas que tu existes. Donc, c'est mon approche que je donne aux clients aussi. Donc, ils doivent faire cette recherche-là. Merci pour les conseils et pour le partage des ressources et des opportunités de financement, Gabriela. Je donne maintenant la parole à Laurence qui a levé la main depuis tout à l'heure. Oui, alors moi, ce serait plus un témoignage, enfin 2 témoignages. Le premier, ce serait par rapport aux besoins d'accompagnement en tant qu'immigrant. Parce que à l'époque, quand je venais d'arriver au Canada, justement, je n'y connaissais rien dans l'entrepreneuriat et avec des amis, justement, on voulait lancer une activité dans l'événementiel. Et en fait, on s'est heurté au mur que si on n'a pas le statut de résident permanent ou de citoyen canadien, on ne peut pas se lancer ou il faut aller respecter le quota. Et malheureusement, nous, on était juste à l'époque des travailleurs temporaires. Et en fait, c'est vrai que c'est là que s'est heurtée la question de qui peut nous accompagner. Donc, finalement, on a dû mettre ce projet-là de côté. Et donc, du coup, une fois que je suis devenue résidente permanente puis citoyenne canadienne, j'ai voulu me lancer dans le consulting en immigration. C'est là que je me suis dit, cette fois-ci, je ne peux pas juste y aller de moi-même. J'ai ressenti le besoin justement de me faire accompagner. Et c'est là que j'ai mis en marche mes démarches et que j'ai découvert que oui,
heureusement, il y a des organismes justement qui promouvoient l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat féminin et immigrante. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu la différence parce que je me suis sentie beaucoup mieux guidée et accompagnée. Et en même temps, en fait, ça ouvre d'autres portes. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est surtout fixé sur notre projet et notre idée en fait d'entreprise, mais on ne pense pas à tout l'aspect légal, à tout l'aspect comptable quand on est dans un pays où justement on ne connaît pas toutes ces règles. Donc, moi, je trouve vraiment ça important même si on a la fibre entrepreneuriale et on a l'idée que c'est vraiment important de se faire suivre par ce type d'organisme. Ouais. Merci Laurence, tu as anticipé certaines des questions que j'allais poser, mais c'est très intéressant. Je vais donner la parole tout de suite à Francine qui a levé également la main. Francine de Mothers to Daughters. Oui, en fait, je voudrais juste rajouter à ce que Laurence et je pense Gabriella ont partagé, et c'était vraiment par rapport au fait qu'en plus de recherche que les femmes entrepreneurs doivent justement, dans quoi elles doivent s'engager, c'est très important de se référer à un système de support également, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà passées par là. Donc, en plus de chercher des méthodes de financement, le réseautage, c'est toujours une très, très bonne idée, parce qu'on peut rencontrer des gens qui ont même des accès qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément, qui sont pas de notoriété publique, je dirais. Donc, c'est parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'avoir un système de réseautage, et ces personnes m'ont amené à éviter des erreurs que j'aurais pu faire si je ne les avais pas consultées. Donc, c'est très important en plus des recherches. Merci pour le témoignage, Francine. Et juste pour savoir, quels sont les réseaux que tu as pu rencontrer comme ça en 2 mots? Alors, Immigrant Women in Business, c'est l'un des réseaux, et j'ai également rencontré des réseaux dans des plateformes qui sont auxiliaires à LinkedIn, où j'ai rencontré des personnes qui étaient entrepreneurs, pas forcément liées à des organismes, et ces personnes m'ont aidé lorsque je commençais à m'informer, elles m'ont vraiment guidé, ces personnes. Donc, je pense qu'en plus de faire partie de certains organismes, c'est aussi très important d'avoir ce zèle de se dire, je veux en fait apprendre des autres, parce que c'est ce que j'appelle souvent sortir de sa zone de confort, et c'est de cette manière que j'ai commencé Mothers to Daughters, parce que je voulais pas être confortable, je voulais vraiment apprendre. Donc, il faut avoir cette curiosité, cet appétit d'apprendre d'autres personnes au-delà des organismes. Donc, voilà. Et souvent, en tant qu'immigrant, eh bien, on se remet totalement en question. Et il est vrai qu'on a cette soif d'apprendre qui est aussi un moteur. Merci pour le partage, Francine. Je vais passer le flambeau de l'animation un instant à Nathalie qui voulait vous poser une question. Oui, merci Guillaume. Alors moi, justement, j'ai cette position un petit peu où j'écoute et je réagis en fonction de ce qui se dit. J'ai écouté ce que Géraldine disait, Laurence également, par rapport au statut, par rapport au fait que quand on est ou pas, enfin qu'on soit femme ou homme, on arrive avec une idée, il faut avoir un bon projet avant de faire son étude de marché. Mais en fait, je rejoins après ce que dit Laurence. Il y a le statut aussi, effectivement. Donc, quand on est nouvel arrivant, on peut peut-être avoir la meilleure idée du siècle, savoir que son étude de marché va fonctionner, ça va cartonner, parce que peut-être que ce projet, on l'a déjà fait dans notre pays d'origine, ou qu'on a voyagé et qu'on sait que c'est un projet qui est viable dans un autre pays. Malheureusement, on se retrouve peut-être également confronté à notre statut. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit attendre d'être résident permanent ou d'être citoyen canadien et de garder au fond de soi sa petite idée, sa petite pépite d'idée, en se disant, j'en parle à personne, on va me voler mon idée, j'attends que mon statut d'immigration soit différent pour pouvoir lancer mon entreprise? Ou malgré tout, en tant que visa temporaire, que ce soit par exemple un PVT, je sais que pour les Français, notamment les Belges également, c'est un ticket d'accès au Canada, ce fameux PVT. Il y a un milliard d'autres visas et différents statuts d'immigration. Mais voilà, ma question, c'est est-ce que quand on a un statut temporaire et qu'on n'est pas encore réellement établi d'un point de vue administratif au Canada, est-ce que c'est quand même possible de lancer son projet, ou alors c'est mieux pour le moment d'attendre et de garder son petit secret au fond de soi? Darine veut répondre à cette question, Darine.
Oui, donc déjà, la question du statut fait partie en général des critères d'allocation des fonds ou d'accès aux différents programmes et structures qui existent. Donc, dans le passé, j'étais directrice d'un programme focusé sur l'entrepreneuriat féminin et on a eu des situations comme celle-ci. Et il y a deux options. Alors, moi, c'est les deux options que je connais. Les autres participantes, peut-être ici, pourront en partager d'autres. C'est soit effectivement, on attend d'avoir au moins le statut de résident permanent parce que dans tous les cas, c'est un des critères d'admissibilité. Ou sinon, c'est de faire un partenariat, de trouver un partenaire avec quelqu'un qui a le statut à ce moment-là. Et cette personne, il faut qu'elle détienne au moins 51% des parts de l'entreprise. Donc là, c'est là que ça devient un peu tricky parce que c'est notre idée, c'est notre bébé, mais en même temps, on doit faire un partenariat avec quelqu'un qui a le statut et avec qui on va donner un peu plus d'équité finalement dans l'entreprise pour pouvoir la lancer. Donc après, il y a des stratégies de sortie, il y a tout un tas de choses qui peuvent être négociées dès le début, mais ce sont les deux solutions dans un premier temps qui sont présentes en fait. Merci Darine. Alors, plusieurs réactions. Gabriela dans un premier temps, puis Alexandra et Géraldine. Je donne la parole tout d'abord à Gabriela. En plus de ce que Darine a dit, je propose une autre option, la troisième, de faire la recherche de marché, de grandir ton réseau ici au Canada, parce que peut-être les choses fonctionnent différemment par rapport à ce que tu connais dans ton pays ou dans les autres pays où tu as eu cette idée à fonctionner bien. Donc, ça peut prendre du temps aussi. Connaître des personnes, chercher des mentors, donc faire ce démarche-là, même avant d'avoir le nom officiel pour ta compagnie, tu peux faire plein de choses dans ces mois jusqu'à tu arrives à avoir le statut légal pour démarrer ton entreprise. Parce que pour chaque entreprise, je crois que vous êtes tous d'accord que si vous avez une entreprise, ça prend du temps à partir du moment que tu as l'idée jusqu'à tu as tout ce qu'il faut et tu commences à avoir des clients. Donc, tu peux faire toutes les démarches que tu as besoin pour élargir ton réseau. Tu peux même être sur les médias sociaux, parler des choses pour commencer à avoir, comme on dit en anglais, un following, des gens qui te suivent. Et quand tu démarres l'entreprise, tu as déjà des gens qui peuvent voir qu'est-ce que tu offres et peuvent devenir ton client plus vite. C'est mon opinion. Merci beaucoup pour ces sages conseils, Gabriela. Je passe la parole à Alexandra Pinto. Oui, donc moi, en fait, je souhaiterais partager mon expérience, en fait. Moi, quand je suis arrivée ici au Canada, je suis arrivée avec un PVT, programme vacances-travail. Et donc, oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de portes fermées parce que j'étais en visa temporaire. Je n'avais pas vraiment l'intention d'entreprendre, mais j'avais en fait cette vision de vouloir entreprendre ici au Canada. Donc, mais bon, même pour une recherche d'emploi, malheureusement, oh non, vous avez visa temporaire, je suis désolée, on ne peut pas vous aider. Donc, malheureusement, en tant que PVT, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Après, ensuite, mon PVT, j'ai eu mon permis de travail également. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Moi, c'était à mon époque, je ne sais pas, en ce moment, peut-être que ça a élaboré, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès que j'ai eu ma résidence permanente, à partir de là, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Donc, je n'ai pas envie de dire, oui, vous venez en tant que PVT, donc, bon, il y a beaucoup de choses qui se ferment, c'est pas ça, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut juste être patiente, en fait. Donc, je ne sais pas si venir en tant que résident permanent est mieux que venir en tant que PVT. Quand on arrive ici au Canada, surtout avec un PVT, on se dit, bon, on voudrait justement se familiariser avec le Canada, la culture. Pourquoi pas venir ici, travailler un peu et ensuite revenir en France. Donc, après, moi, ce que j'ai voulu entreprendre. Et, mais malheureusement, en tant que PVT, c'est très difficile. Hein. Merci pour ce partage d'expérience. Et Alexandra, on reviendra ensuite sur peut-être une question plus spécifique sur l'obtention de licence de travail, puisque je crois que vous êtes en tant que Financial Advisor en cours de demande et ce sera très intéressant certainement de vous demander comment ça se passe. Géraldine du CCO veut ajouter quelque chose. Oui, Géraldine.
Oui, moi, en fait, Gabriella m'a prise un peu de cours parce que j'avais à peu près la même analyse. Je l'ai dit juste avant, hein, rien que être entrepreneur est un défi en lui-même. Donc, profiter du temps, de ce décalage de temps entre un permis temporaire et puis une résidence permanente pour construire son projet, pour arriver à le développer et le lancer dans des bonnes conditions une fois qu'on a la résidence permanente, peut être une bonne idée, d'autant que, en tout cas au CCO, pour faire les programmes, pour suivre les programmes, il n'y a pas forcément besoin d'être résident permanent. Donc, même avec un PVT, on peut s'inscrire aux programmes qui sont proposés. Il faut être résident en Ontario, avoir un certain âge, etc. Mais le côté temporaire, le côté PVT, etc., n'est pas regardé à ce moment-là. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, j'ajoute que lors de mes recherches, j'ai pu trouver sur le site du gouvernement du Canada un programme de visa pour démarrage d'entreprise du Canada qui cible les entrepreneurs immigrants, justement, qui possèdent les compétences et la capacité nécessaires pour mettre sur pied au Canada des entreprises qui innovent, qui peuvent créer des emplois pour les Canadiens et peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial. Bien entendu, je pense qu'il s'agit d'un programme sous certaines conditions, mais je voulais partager cette ressource avec vous. On a parlé de nombreux enjeux et difficultés, également d'opportunités que l'on trouve pour les immigrants francophones et les immigrants tout court, d'ailleurs entrepreneurs au Canada et en particulier dans la région de Toronto. Quelque chose qu'on a un petit peu moins abordé, peut-être, ce sont les enjeux juridiques et légaux qui me viennent en tête. Comprendre un système foncièrement différent de celui dans lequel on a grandi, on se trouve à l'origine. C'est un peu un choc des cultures. Est-ce que vous avez des expériences de ce côté-là? Est-ce que vous les partagez avec nous, avec les auditeurs, ce qui vous est arrivé, comment vous avez réussi à surmonter tout ça, ou peut-être donner tout simplement des conseils en la matière? Darine veut répondre. Merci, Darine. Oui, je pense comme nous toutes et tous qui sommes immigrants, aujourd'hui dans l'émission, on a des dizaines et des dizaines d'histoires à raconter. Moi, c'était quand je suis arrivée, moi j'arrive de France, je suis arrivée de France en tant qu'étudiante. Et donc après, j'ai de suite eu la résidence permanente. Donc, j'ai eu la chance de ne pas faire face à toutes ces difficultés qu'on peut avoir avec un visa temporaire. Néanmoins, un des premiers challenges que j'ai eu, c'est de comprendre en fait le système bancaire canadien, parce qu'on ne l'explique pas, on ne nous explique pas l'importance de construire son score de crédit. Et en fait, notre score de crédit en tant qu'individu, c'est très important, mais en tant qu'entrepreneur, c'est encore même plus important parce que c'est ça va être la référence en fait pour nous ouvrir les portes à tout un tas d'autres choses qui sont nécessaires. Et tant qu'on ne comprend pas l'importance et comment stratégiquement construire notre score de crédit, finalement, on va pouvoir peut-être avoir accès à ces programmes, à ces financements, à tout un tas de choses dans la plupart des cas. Et finalement, quand on va nous demander notre score de crédit, on va dire, ben, c'est trop bas, il faut que tu reviennes plus tard, d'accord? Donc ça, c'est le premier point, moi, vraiment, qui a été difficile de comprendre le fait que j'ai une carte de crédit, mais que ce n'est pas l'argent de mon compte que je retire. En France, on a une seule carte bancaire. Donc, c'est ce genre de choses-là au niveau financier déjà qui sont très importantes et essentielles de toute façon quand on veut gérer un business parce qu'on sait que la plupart des business échouent dans les premières années, notamment dû à un manque de cash flow, mais aussi à des difficultés de financement, de gestion de leur financement. Ensuite, en ce qui concerne la légalité, je trouve qu'au Canada, ouvrir son entreprise et comprendre ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Je trouve que les démarches sont assez simplifiées, mais encore une fois, comme ça a été notifié juste avant, il faut avoir cette curiosité intellectuelle, il faut faire nos propres recherches. Et puis, encore une fois, il y a plein d'organismes qui existent, qui sont là juste pour vous conseiller sur les démarches à suivre et comment faire ces démarches-là. Donc, je pense que l'élément clé ici, c'est vraiment cette curiosité intellectuelle qu'il faut avoir et développer pour mieux appréhender en fait les aspects financiers, les aspects légaux et administratifs.
Merci Darine. Avant de donner la parole à plusieurs mains qui se lèvent sur ces enjeux juridiques et légaux, je reviens sur l'aspect financier que tu as mentionné. Tu disais qu'il est parfois un petit peu difficile d'obtenir euh, des informations sur l'aspect bancaire des choses, mais que finalement l'entrepreneuriat est relativement simple. Tout simplement, est-ce que on a le droit à l'échec au Canada? Est-ce qu'une entreprise qui fait faillite, par exemple, quelqu'un peut ensuite repartir sur des bonnes bases? Alors, si la question m'est adressée, oui. Alors, je pense qu'il faut différencier l'échec et la faillite. Euh, Parce que échouer, j'ai échoué une bonne paire de fois. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise de Smart Woman et j'ai échoué mes 2 premières fois. J'ai une autre entreprise aussi que je développe où j'ai échoué mes 3 premiers lancements. Donc, l'échec en entrepreneuriat est tout à fait possible. Et ce que j'aime par rapport à la culture canadienne, c'est que l'échec est presque valorisé. C'est-à-dire que si on a échoué, c'est parce qu'on a tenté, c'est parce qu'on a eu le courage d'essayer. Et donc, ce courage-là est vraiment mis en avant dans la culture canadienne. Et ça, pour comparer encore avec la culture française, c'est un élément, en fait, qui, je trouve, est vraiment encourageant à pousser et à motiver les gens à se lancer. Ensuite, la faillite, donc j'ai eu cette chance-là de ne jamais faire faillite et j'espère ne pas faire l'expérience. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'une fois qu'une entreprise a fait faillite, je pense qu'il y a un délai, et peut-être quelqu'un pourra me corriger dans l'audience, un délai de 5 ans avant de pouvoir, ou un délai de 6 ans pour pouvoir se relancer en fait. Donc, c'est un peu un délai qui est peut-être pas plus mal pour se remettre sur les rails et pour peut-être se former ou acquérir les compétences qui nous ont manqué les premières fois pour se relancer quelques années plus tard. Merci Darine. Alors, je passe la parole tout d'abord à Laurence qui avait levé la main au moment où je parlais de l'aspect légal pour les entrepreneurs. Laurence, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, en fait, c'était plus pour rebondir quand tu as indiqué qu'il y avait le programme d'immigration pour ceux qui voulaient lancer leur entreprise. Et c'était juste pour dire qu'effectivement, ça pouvait être un gros frein en tant qu'entrepreneur parce que oui, il y a le Startup Visa, mais c'est, comme tu dis, comme c'est des entreprises innovantes, en fait, il faut pouvoir être associé avec des business angels, des incubateurs qui veulent injecter des 75 000 à 200 000 $. Et donc, c'est vrai que quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur ou avec des projets à plus petite échelle, bah, du coup, direct, on se retrouve confronté à ça parce qu'il y a aussi une autre opportunité de venir en tant que travailleur autonome. Mais pareil, le Canada a dit c'est seulement si vous êtes dans les arts, la culture, le sport, donc si on est sportif de haut niveau ou photographe. Donc, en fait, oui, il y a des programmes qui sont mis en place, mais le problème, c'est que si on ne rentre pas dans ces cases-là, ben, en fait, dès le début, on est bloqué. Et en fait, le plus souvent, ben, il y en a qui se redirigent. Et comme disent ce que disaient Gabriella et Géraldine, ben, elles doivent attendre leur résidence permanente par un autre chemin pour pouvoir ensuite se remettre sur leur idée de base. Donc, c'était plus par rapport à ça. Merci beaucoup, Laurence. Je passe maintenant la parole à Géraldine du CCO. Géraldine. Oui, moi, c'était mon expérience de jeune immigrante, finalement, que je voulais partager par rapport à ce que disait Darine, parce que donc, je suis arrivée il y a 1 mois avec la résidence permanente. C'est le chemin que j'ai choisi pour l'immigration. Et en fait, à partir de ce moment-là, on est accompagné, dès lors qu'on a la décision et le visa, on est accompagné, moi, l'organisme s'appelle Connexion francophone. Et donc, à ce moment-là, on est mis en contact avec des personnes de l'Ontario qui peuvent nous donner des tas de conseils. Et sur cette sécurité financière, justement, nous, on nous a bien expliqué, il y a différents webinaires et on nous avait bien expliqué cette histoire de sécurité financière et de construire son score de crédit, qui effectivement est très différent du système français. Donc voilà, si en plus les gens qui peuvent bénéficier en avance de ce programme peuvent
également, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. On avait des questions qui sortaient complètement du cadre, peut-être. Donc, on a des préoccupations premières qui sont le logement, le travail, etc. Mais moi, j'ai posé des questions sur l'accueil des chiens en Ontario, par exemple. Mais voilà, ce qui était important, c'est que il y a un certain nombre de webinaires, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place à ce niveau-là aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Et ça, c'est peut-être un conseil de façon générale. Tout le monde ici peut vous renseigner. Enfin, il y a toujours des gens disponibles, prêts à vous aider. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir taper aux portes. Dès qu'on a un projet, dès qu'on est entrepreneur, il faut vraiment foncer et pouvoir poser toutes les questions. Il ne faut pas hésiter à le faire. Merci beaucoup, Géraldine. Dominique Mailloux, président de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, attend pour intervenir. Oui, bien écoutez, je voulais juste faire un peu de pouce sur l'aspect juridique et du support. Alors, sans vouloir être simpliste, mais je pense que de connaître un bon avocat, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, il y a l'Association des juristes d'expression de langue française de l'Ontario qui a sur son site Internet qui donne la liste de l'ensemble des juristes, des avocats dans la province qui peuvent s'exprimer en français. Donc, je pensais que c'était important de le mentionner. Puis, juste revenir sur l'aspect de l'ouverture à l'échec. Alors, simplement de mentionner que la grande majorité, si ce n'est pas la totalité, des entrepreneurs à succès ont connu l'échec par le passé. J'aime beaucoup le baseball et donc, je me permets parfois des analogies avec le baseball, mais un bon frappeur au baseball frappe pour à peu près 300. Ça veut dire qu'il est retiré plus souvent qu'il frappe la balle et pourtant, il est considéré comme un excellent frappeur. Alors, c'est dans ce sens-là où moi, je pense qu'effectivement, je pense dans la mesure où les gens sont prêts à se lancer, c'est hasardeux. L'entrepreneuriat, c'est difficile. En même temps, ça peut être très... c'est le mot reward qui me vient à l'esprit. Gratifiant. Pour l'anglicisme, gratifiant. Mais effectivement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et effectivement, de la bonne idée à la réalisation. Le problème, c'est qu'on contrôle certains des éléments, mais on ne les contrôle pas tous. Et malheureusement, on peut être parfois victime d'éléments qui sont hors de notre contrôle. Mais encore une fois, je pense, je ne sais pas quelle intervenante faisait référence, là, mais je ne pense pas qu'au Canada, il y a une taxe négative, si je peux me permettre, à l'échec. Au contraire, je pense que tant que c'est mis sur le compte des apprentissages, je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Merci Dominique. Je vais passer à la parole maintenant à Gabriela Cassineanu. Gabriela. Merci. Je veux aussi ajouter, parce que j'ai travaillé avec des francophones et des anglophones. Moi, je suis roumaine, donc les deux langues sont des langues étrangères pour moi, le français et l'anglais. Et ce que moi, j'ai vu, il y a une différence de mentalité entre les francophones et les anglophones. Et aussi, au niveau de communication, les anglophones sont beaucoup plus directs, les francophones sont beaucoup plus diplomates. Donc, quand tu te lances en affaires, tu dois comprendre ces différences-là. Tu dois ajuster le marketing, la façon que tu approches les gens, les autres organisations, en tenir compte de ces aspects-là. Peut-être si tu es juste dans ta communauté francophone, tu ne te rends pas compte des différences, mais quand tu commences à sortir, tu vas voir que les choses se passent d'une manière différente. Donc, le plus tôt que tu es conscient de ça, tu vas comprendre comment t'ajuster dans ta façon de communication, de construire ton organisation qui peut t'aider plus avec ta démarche. Merci beaucoup, Gabriela, pour ce point très important, il est vrai. On va, si vous voulez bien, marquer une courte pause et passer à la deuxième partie de l'émission plutôt consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Pour ce qui est d'entreprendre en tant qu'immigré, je vous remercie énormément pour vos partages d'expériences et vos partages de connaissances, également pour vos partages de parcours très inspirants. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec ici au Canada et en particulier en Ontario. Il faut se lancer. Il existe de nombreuses ressources qui encouragent l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat qui est très mis en avant chez nous. Alors, j'espère, chers auditrices et auditeurs, que ces parcours et ces connaissances vont vous inspirer et peut-être inciter certains et certaines d'entre vous à franchir le pas. On marque une courte pause et on se retrouve dans la suite de l'émission Droit de réponse consacrée cette fois à l'entrepreneuriat au féminin.